Donc ce soir, j'ai le plaisir d'avoir la double casquette d'animateur et de deuxième conférencier. Donc allons-y, ce soir, je vais vous parler des enjeux de la relation client assistée par l'IA. Alors, rentrons directement dans le sujet. Aujourd'hui, quand on mélange IA et relation client, de quoi parle-t-on ? Si on vient un petit peu sur les éléments qui reviennent le plus souvent, on a d'abord le marketing, d'accord ? On sait que l'IA dans le marketing, ça fait sens. Par exemple, on a tout ce qui est pub sur mesure, prédiction des comportements, l'automatisation et l'analyse des campagnes. Donc par exemple, la pub sur mesure, c'est le fait de regarder un petit peu où regardent les utilisateurs sur leur écran, d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont déjà acheté. Par exemple, si vous allez sur Amazon, les pubs sont toujours un peu reliées à ce que vous avez acheté avant. Donc c'est assez évident, mais il y a quand même de l'IA derrière quand on veut essayer de déduire des choses. Il y a prédire à quel moment de la journée il vaut mieux envoyer des informations. Toutes ces choses-là, de savoir comment mieux vendre, on sait que c'est assisté, on peut l'assister par l'IA. Donc ça, c'est un endroit où c'est assez évident. On a qui commence un petit peu aussi beaucoup à apparaître, en tout cas on le voit beaucoup dans les médias parce que c'est facile à montrer, c'est tout ce qui est lié au retail physique. Donc quand vous avez dans un magasin, on peut mettre de l'IA dedans pour avoir certaines choses en plus. Alors le truc dont on voit un petit peu beaucoup, c'est joli à regarder, c'est les robots d'accueil ou de vente. Alors c'est pas encore très utile, qu'on soit d'accord a priori, mais ça vend bien. Hein. Quand on va sur un stand au CES avec un robot qui fait bonjour, tout le monde est content, hein, c'est génial. Du coup on en entend parler. Il y a tout ce qui est gestion des stocks par caméra par exemple, c'est un exemple, quelque chose qui marche bien. Donc on fait ce qu'on appelle de la computer vision, donc le fait d'analyser des images pour voir qu'est-ce que les gens prennent. Et donc du coup on sait quoi remettre en rayon. Et plus fort encore, si on sait ce que les gens prennent dans les rayons, ils n'ont plus besoin de passer en caisse. Voilà. Donc c'est encore un autre aboutissement de ça, c'est qu'on peut faire des magasins qui fonctionnent sans passage en caisse. Voilà. Donc ça, c'est 2-3 éléments de l'IA qu'on peut retrouver dans la relation client. Mais je vais vous parler aujourd'hui d'un point un peu plus spécifique qui est dans le buzz du moment, qui est lié au chatbot. On est ce soir dans la thématique du langage. C'est le customer service, c'est-à-dire le service client en général, et plus spécifiquement tout ce qui est relatif avant-vente, après-vente. Donc on a tout ce qui est l'accompagnement des achats, les réponses aux questions fréquentes, le suivi des commandes, l'assistance technique et de manière générale tout le SAV. Tous ces points-là, ils ont un point commun. Le point commun, c'est évidemment notre thématique de ce soir, c'est que tout ça, c'est juste de la parole. Tous ces éléments-là de la relation client, c'est de la discussion, c'est de l'échange, c'est des mails qui partent, des SMS qui reviennent, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça ? On parlait de chatbot tout à l'heure. Donc le chatbot, c'est quand même quelque chose qui est apparu, on va dire, qui a fait son gros pic de popularité sur 2016-2017. Quand on comprend que la relation client, c'est essentiellement des échanges de mails et d'SMS ou des appels, on se dit mais peut-être que les chatbots, plutôt que de juste recommander où aller sortir en ville ou demander la météo, mais peut-être qu'on va s'en servir pour faire de la relation client. Voilà. Donc ça, c'était l'idée parfaitement évidente qu'on a eue en 2017 des chatbots, on va dire, on va automatiser cette partie-là. Alors, avant de parler un peu plus en amont de comment les chatbots se sont mis dans la relation client, d'abord, c'est quoi un chatbot pour de vrai ? J'aime bien un peu sortir des fantasmes. Alors, ces 3 trucs, un chatbot, d'abord, c'est un format. Peu importe que le chatbot se soit intelligent ou pas, avant tout, c'est une conversation, d'accord ? Alors, ça peut être juste un échange, ping-pong, mais ça peut être aussi une conversation longue, peu importe, mais il y a ce format-là avec des bulles, vous discutez par Facebook, SMS, mais il faut que c'est cette tête-là à un moment donné. Ça, c'est la promesse du chatbot. Deuxièmement, il y a une promesse que ce soit plus simple, que ce soit plus rapide à utiliser qu'un autre moyen, qu'une interface graphique par exemple, et que ce soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Effectivement, quand vous attendez par exemple une réponse de quelqu'un qui est dans un bureau, en dehors des heures de bureau, c'est terminé, ou alors c'est des heures de nuit, mais ils sont moins nombreux, etc. Si vous avez des pics d'activité, ils sont plus présents. Et il y a une troisième promesse, et un troisième élément qui est le mensonge en fait. C'est de dire, votre chatbot, il va tout faire comme un humain. Alors, voilà, vous allez pouvoir lui parler, il va avoir des émotions, il va avoir une opinion sur votre vie, il va vous demander « mais comment ça va aujourd'hui ? Ah ça va bien, c'est génial, qu'est-ce que tu dirais d'aller voir tel film ?» Donc ça c'est toute la partie un peu humanisée où on va dire « ah ouais, c'est mortel, on est dans l'IA du futur, le chatbot de vous parler, vous allez voir. » Alors vous sentez bien qu'il y a un peu une arnaque là-dessous. Cette image-là c'est Sophia. C'est un robot à qui on a donné la nationalité, à qui on a donné une vraie nationalité dans je ne sais plus quel pays. C'est en Arabie Saoudite, merci. Et il n'y a pas d'IA là-dedans. C'est pas très grave en soi, hein, mais c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit quand vous voyez ça ? Il y a un visage avec un espèce de robot en plastique qui dépasse. Moi, je vais vous dire ce que voient les gens. Ils voient Terminator. Ils voient un mélange entre Asimov et Terminator, quelque part entre les deux. Ah ben ça y est, on y est dans l'IA. On a des robots et tout, ils pensent, ils sont comme nous.
mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien d'un point de vue IA. Donc cette espèce d'ambivalence permanente des trucs qui ressemblent à de l'IA mais qui n'en sont pas, et des trucs qui sont de l'IA mais qui ressemblent à rien parce qu'on ne les voit pas, on vacille entre les deux en permanence. Et le chatbot va beaucoup jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'on va essayer de dire, ah mais oui, derrière le chatbot, il y a quelqu'un qui nous parle. C'est un robot, mais c'est un peu comme quelqu'un. Il va avoir une personnalité, des envies, etc. Alors, d'où ça sort le chatbot? Donc je vais rejoindre évidemment les sujets de Nicolas. Si on prend un petit peu le domaine de l'IA de manière générale, à l'intérieur, il y a le NLP, traitement du langage naturel dont a longuement parlé Nicolas. À l'intérieur, on a le NLU, Natural Language Understanding, donc la compréhension. Compréhension, ça veut dire qu'on essaie de faire un rapport avec le réel, d'accord? Si vous faites de la traduction de langage, par exemple, vous ne faites pas de rapport avec le réel. Ça fait texte to texte, d'accord? On passe du français à l'anglais, par exemple. Mais si vous essayez de faire le rapport avec le réel, avec des objets, avec des éléments qui existent, etc., on passe tout d'un coup dans le NLU. Et il y a encore un sous-élément qu'on pourrait appeler le text to action, ou l'interprétation performative. C'est le fait de transformer le langage en action, c'est-à-dire d'en faire quelque chose pour de vrai. Donc si par exemple vous contactez votre service client et que vous lui demandez un code PUC et que c'est le chatbot qui exécute la recherche du code PUC, on peut dire que vous avez fait du text to action. Vous avez réalisé quelque chose avec le langage. C'est comme la commande vocale. Donc les chatbots, historiquement, c'est censé être plutôt dans ce côté-là, d'accord? C'est censé faire des trucs. Et ensuite, on va rajouter un petit peu des briques, on va le personnaliser. Donc on va mettre un peu d'anthropomorphisme pour que ce soit un peu comme un humain. On va le mettre ludique, qui va raconter des blagues. On va lui faire tenir des conversations. C'est pas obligatoire une conversation, hein. Quand vous dites éteins la lumière, l'ampoule vous répond pas est-ce que ça va mieux, merci beaucoup, bonne journée. On s'en fout. Le but, c'est que l'ampoule ait changé de couleur. Donc la conversation, c'est encore une option. Alors, ça fait un peu partie de l'anthropomorphisme d'une certaine manière. Et on a aussi tout ce qui est vocal, bien sûr. Parce que le chatbot, c'est du conversationnel écrit, classiquement, mais on peut aussi voir aujourd'hui des chatbots vocaux, ce qui est finalement qu'une option de leur point de vue. Donc, aujourd'hui, quand on met un chatbot dans la relation client, où est-ce que ça va? On va prendre un exemple tout simple qui est le SAV d'un opérateur télécom, mettons. Donc aujourd'hui, quand vous avez un problème avec votre Livebox ou votre téléphone ou un truc qui ne va pas, vous appelez un numéro, vous vous êtes mis en attente, ou de temps en temps, vous envoyez un message à un chat ou par email. Donc SMS ou appel, on les voit un peu moins, mais la plupart du temps, on a du chat et des emails. Et l'idée, c'est qu'au lieu de partir à des humains, ces grands plateaux d'opérateurs où il y a plein de gens qui font du travail répétitif, plutôt que de leur envoyer directement, on va faire une passe avant. On va faire une petite étape où on va dire « je vais analyser ce que la personne m'a demandé ». Et si jamais le chatbot comprend quelque chose, si jamais il comprend la demande, plutôt que de l'envoyer à des humains, il va s'en occuper tout seul. Il va dire, bon, j'ai compris que tu veux ton code PUC, ok, j'ai accès à la base de données. Je vais chercher ton code PUC dans la base de données. T'es identifié? Ouais, ok, c'est bon. T'es pas identifié? Attends, c'est quoi ton identifiant? T'es identifié? C'est bon, on y va. Hop, code PUC, je te réponds. L'humain là-dedans n'a pas eu à s'en occuper. Et quelque part, tant mieux, hein, parce que c'est des tâches répétitives. Hein. Je ne sais pas quel est le pourcentage exact de requêtes de code PUC pour un opérateur télécom, mais c'est pas rigolo de faire ça 10 fois par jour, hein, ne serait-ce que 10. Je pense que c'est de l'ordre de la centaine. Et à cet endroit-là, ce qui se passe, c'est si jamais le chatbot ne comprend pas, ce qui arrive encore, évidemment, il ne comprend pas tout. Vous pouvez avoir des requêtes qui sont complexes, ou vous pouvez avoir des plaintes qui ne sont pas prévues, ou il peut y avoir toute une myriade de choses. Dans ce cas-là, c'est renvoyé vers l'humain. Et même dans cette situation, il y a encore un intérêt supplémentaire, c'est qu'on va renvoyer vers le bon service. Donc on a aussi gagné du temps, évidemment, sur le dispatching. On peut aussi avoir des cas sur des choses un peu plus simples. Si on le prend par exemple du point de vue d'une entreprise qui ferait tout ce qui est changement de pièces automobiles, donc on a quelqu'un qui envoie un mail. On ne voit pas très bien, mais je vous le lis en 2 mots. C'est quelqu'un qui dit « Bonjour, je voudrais procéder au changement de mon pneu sur le modèle véhicule Renault Clio machin, immatriculé VV22VV, on s'en fout a priori. Merci de me confirmer le prix de ce changement. » Donc quelqu'un veut un prix de changement de pneu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc historiquement, classiquement, c'est des humains qui regardent le mail, qui vont voir dans le catalogue ou la base de données et qui répondent. Bon, on se dit quand même un catalogue de prix, c'est pas bien compliqué. Je me suis déjà servi d'Amazon, même pour un chatbot, c'est pas compliqué. Donc on y va. On transfère la demande à l'agent conversationnel, le chatbot. Il va taper dans une base de données, d'accord? Donc il va voir la base de données. Bon, je cherche le pneu du modèle Renault Clio. Combien ça coûte? La base de données dit, voilà, c'est tant. Le chatbot est content, c'est bon, j'ai mon information, et il la met dans une réponse de mail. Hop, voilà. Et donc vous avez un processus complet de relation client qui passe intégralement par l'IA. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que fait l'agent conversationnel fondamentalement là-dedans? Qu'est-ce qu'il fait? Il met juste du langage par-dessus de l'information. Voilà. C'est vrai que ça rejoint beaucoup quand même la question des DSL. La question de fond, c'est comment on accède à l'information. Est-ce qu'on y accède en cliquant? Est-ce qu'on accède avec du langage humain? Est-ce qu'on accède avec du langage spécialisé? Toutes ces réponses-là sont possibles.
Alors, qu'est-ce que fait l'agent conversationnel là-dedans? Concrètement, d'un point de vue technologique, il fait 3 choses principalement. D'un, il comprend les demandes d'utilisateurs. Ça, c'est la partie évidente. C'est-à-dire qu'on lui dit quelque chose, il faut qu'il comprenne à peu près de quoi ça parle, quel est le sujet, qu'est-ce que la personne veut. Deuxièmement, il va interagir avec des bases de données. C'est ça tout l'intérêt. C'est que il peut uniquement formuler des réponses s'il y a juste, si c'est pour quelque chose d'assez élémentaire, mais la plupart du temps, il va aller taper dans des bases de données. C'est ça qui est intéressant. Imaginez, vous avez une entreprise et historiquement, elle a capitalisé sur une banque d'informations, des banques de prix, des banques de réponses, des FAQ, des choses comme ça. Et imaginons que ces choses-là soient en base de données. D'accord? Donc elles sont déjà formatées, elles sont toutes prêtes. Plutôt que de juste les afficher, est-ce qu'on ne pourrait pas y accéder par le dialogue? Voilà. C'est ça la promesse du chatbot. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les bases de données sont déjà là souvent. Les API sont là. Et le troisième point qu'on oublie souvent, c'est la partie scénarisation. Alors, si on vous a laissé penser que les chatbots créent des réponses de toutes pièces, c'est pas complètement impossible, mais c'est pas encore le cas. Qu'on soit d'accord, les chatbots aujourd'hui qui sont le plus en position de performance, c'est-à-dire de dire bon, on fait des trucs pour de vrai, c'est utile, c'est pratique, ça nous gagne du temps. C'est pas ceux qui essaient absolument d'être humains, de créer tout de zéro, c'est ceux qui essaient d'être utiles. Et concrètement, c'est quoi une réponse pour un chatbot? C'est un mail à trous. D'accord? C'est un template. Il peut y avoir plusieurs possibilités sur lesquelles on joue au hasard, ou on peut jouer un petit peu des niveaux de langage en étant plus ou moins poli suivant le niveau de langage de la personne, mais on est quand même dans des choses qui sont préparées. D'accord? Et c'est pas grave, c'est bien. Le scénario, c'est ça. Le scénario, c'est le contexte et c'est la manière de répondre. C'est prévoir les possibilités. On n'est pas dans de la discussion générale et c'est peut-être pas l'objectif non plus. Donc en fait, avec un chatbot dans de la relation client, vous n'avez pas juste un logiciel, vous avez un nouvel opérateur quelque part. Donc c'est un opérateur qui n'est pas humain, mais qui fait partie d'une certaine manière de votre équipe. Il est dispo en permanence, il répond immédiatement et il ne dort pas. C'est quand même pratique. Il est là en permanence et peu importe qu'il y ait un pic d'activité ou pas, de toute manière, il vous répond instantanément. Vous êtes quand même très content de ça. Et alors le défaut, évidemment, ça va être qu'il ne peut pas traiter 100% des demandes. Voilà, il y a une partie où il ne va pas comprendre, où c'est trop compliqué, il faut absolument une manipulation humaine. Ça, il va falloir passer le relais à un humain. Voilà. Ça, c'est son défaut. Il ne peut pas tout faire. Ici, on a un chiffre qui est donné par Accenture, d'après les études des entreprises dans lesquelles on a mis un chatbot en relation client. En moyenne, combien de pourcentage du temps le chatbot fait entièrement le travail, tout seul, sans personne? C'est 80%. Ça veut dire qu'il y a 4 requêtes sur 5 où la demande est traitée juste par le logiciel. Ce qui est quand même très important. Donc, qu'est-ce que ça produit concrètement? Quel est l'impact sur la performance de l'entreprise vis-à-vis de ça? On a un premier qui est tout simple, c'est la diminution du taux de rebond. Le taux de rebond, c'est quand vous arrivez sur un site, est-ce que vous repartez immédiatement? C'est ça la grosse question. Mais ça, déjà, on le diminue. Parce que, imaginons, vous cherchez à savoir quel est le tarif pour des appels vers la Chine sur le site d'un opérateur télécom. C'est très long de trouver cette information-là. Il faut télécharger le PDF, des PDF qui font 47 pages, trouver les petits trucs en petit, etc. Mais sur un chatbot, c'est tellement simple. Ça coûte combien sur le tarif numéro 3 d'appeler vers la Chine depuis le Canada? Pouf, c'est fait. Pour un chatbot, c'est tout simple. Mais alors, qu'est-ce que c'est pénible à aller chercher? Donc, évidemment, en faisant ça, on augmente aussi le taux de conversion, que ce soit achat ou adhésion, qu'on vende des objets ou tout simplement on s'inscrive. On diminue le taux de résiliation par là même, puisque on sait que la résiliation de fournisseurs, en particulier fournisseurs télécoms, une des principales raisons, c'est la mauvaise qualité du service. Ça, c'est un truc qui revient vraiment souvent. C'est le truc qui ne marche pas et on ne se fait pas aider, ou c'est trop long, on a des problèmes, on n'arrive pas à les résoudre. C'est toujours ça. Ensuite, on a la diminution du coût du service et de la pénibilité. Ça veut dire que quand vous êtes un opérateur et que vous traitez des problèmes comme les codes PUC dont je vous parlais, c'est très long, c'est pénible, c'est répétitif. Ça n'a pas de valeur ajoutée importante pour l'entreprise. C'est un travail qui doit être fait et qui est long, c'est pas forcément bien payé, c'est pas intéressant. Et pour l'entreprise, c'est ça le pire, c'est que pour l'entreprise, c'est très coûteux. Donc on est typiquement sur le genre de travail qu'on pourrait imaginer pour l'IA, c'est-à-dire le truc qui demande principalement du texte, donc il n'y a pas trop de moyens physiques pénibles, et une intelligence moyenne. Voilà. Donc un truc un peu intelligent, mais pas trop. Voilà. Donc là, on est pile poil sur le cran où l'IA, ça va nous apporter pas mal. Et alors, évidemment, le gros truc dans tout ça, c'est qu'on va augmenter la satisfaction client. Quand vous avez un service qui est à votre écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous êtes un peu les rois du monde, quoi. C'est votre service 5 étoiles. C'est super important. Alors peu importe que ce soit un chatbot derrière. Aujourd'hui, c'est 80%, peut-être que demain, ce sera 85, 90, plus encore. Mais vous avez quelqu'un en permanence qui répond à vos besoins élémentaires.
En termes d'enjeux financiers, c'est énorme. Alors ça, c'est le chiffre que vous voyez, si vous voulez compter les zéros, c'est 1600 milliards de dollars. Donc c'est le montant qu'on estime perdu par les entreprises aux US en 2016 à cause du changement de fournisseur. Alors, en gros, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content de son fournisseur d'électricité, d'eau ou télécom ou machin, parce que la relation client n'est pas bien, il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut ou quoi que ce soit, il change. Voilà. Et ça coûte un certain montant qu'on estime, et quand on cumule, ça donne ça. Donc la relation client, c'est pas juste quelque chose de gadget, parce qu'on a souvent des chatbots qui sont gadgets, vous savez, c'est-à-dire des chatbots un peu rigolos qu'on va utiliser 5 minutes, ça va faire un peu comme quand on rigole à faire des blagues à Siri, vous savez. Mais là, on parle plus de gadgets, là, on parle d'argent, ça fait gling gling, c'est très important ce qu'on fait là. En fait, le chatbot à cet endroit-là répond à un problème qui est présent depuis longtemps et qui fait perdre beaucoup d'argent aux entreprises. Donc tout d'un coup, on fait un peu un changement de paradigme. On passe du chatbot amusant, rigolo, buzz à un outil de production massif qui va gagner du temps à beaucoup de gens. Alors, est-ce que c'est la solution, l'agent conversationnel pour ce problème-là? Il y a plusieurs indicateurs qui nous montrent que globalement, quand même, oui. En tout cas, c'est une solution possible qui fonctionne bien. La première raison, c'est que, toute simple, c'est que la messagerie instantanée, ça continue de se propulser. S'il y a des gens qui sont toute la journée sur Messenger, de Facebook, et que vous leur dites maintenant tu peux contacter ton fournisseur d'électricité par Facebook, ça leur va, c'est ok. De manière, c'est dans leurs habitudes, le médium est déjà là. Donc ça déjà c'est un très bon point. On sait que c'est un média, une manière de communiquer qui fonctionne, qu'on connaît bien. La deuxième, ah oui, là on voit plus rien par contre. On a demandé à des experts et des entrepreneurs dans le domaine de l'IA quelles sont pour eux les technologies qui impacteront le plus la relation client. D'accord ? Et ce qu'on voit en gros, le gros trait noir ici, c'est les agents virtuels et les chatbots. Voilà. Donc il y a quand même un point de vue assez partagé sur le fait que la relation client, dans la relation client, le chatbot, les agents virtuels, c'est un peu la même chose, c'est quelque chose qui va être prépondérant sur les avancées de ces prochaines années. Alors pourquoi c'est long à mettre en place ? Parce que c'est vrai qu'au final, ça vous paraît évident. Je vous parle de beaucoup d'argent, quelque chose qui n'est pas si difficile à mettre en place et qui a des gains absolument énormes. Pourquoi on n'y est pas déjà ? La réponse n'est pas inintéressante. La réponse, c'est un détour technologique qui a différents aspects. La première raison, c'est celle du machine learning. Ça peut paraître très étrange parce qu'on a beaucoup parlé du machine learning ces derniers temps, ça a fait un vrai buzz. Il faut savoir que le machine learning, c'est une approche, on l'a vu tout à l'heure, de la compréhension du langage humain. C'est aussi une approche qui a ses limites. C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui les entreprises, les startups en particulier, c'est surtout elles, font uniquement du machine learning pour comprendre le langage ? Pour une raison simple, c'est qu'elles ont deux choses. Elles ont de l'argent et des développeurs. C'est principalement ce qu'elles ont. Qui c'est aujourd'hui qui est capable de comprendre le langage humain ? Qui c'est qui est capable de le formaliser ? C'est qui les compétences ? C'est quoi ? D'où ils viennent les mecs ? C'est une école de lettres ? C'est quoi ? C'est Polytechnique ? A priori, les gens qui font ça, c'est plutôt la recherche en linguistique. D'accord ? La réponse était assez évidente, mais il faut se mettre d'accord là-dessus. Vous voyez beaucoup de chercheurs en linguistique dans les startups ? C'est plus rare, c'est plus long. C'est pas que c'est absent ou que c'est pas bien, c'est au contraire que ce serait une bonne chose et qu'on ne le fait pas assez. Et cette absence-là, elle va coûter très cher. Elle va coûter très cher parce que du coup, pour des gens qui ne savent pas faire de linguistique, mais qui connaissent la programmation et qui ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils recrutent des data scientists. Donc ils vont prendre des mecs qui vont mettre de la data brutalement. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans la data, c'est pas grave, c'est des phrases, ils ne les caractérisent pas ni rien. Ils les balancent dans le machine learning comme ça, sans aucune caractérisation ou souvent très peu, et ils essaient d'avoir du résultat. Donc ça va donner un certain résultat, donc on va avoir une règle des 80-20. Voilà, on va arriver très vite sur un résultat moyen, et après ça va stagner. Voilà. Évidemment, la passerelle avec le monde académique, elle est souhaitable, mais elle est encore très faible. Voilà, ça c'est un truc qui manque. Il faut savoir aussi que le machine learning, c'est marketing. Hein. Disons-le clairement, quand vous dites je fais une startup et dedans il y a du machine learning, gling gling, ça vend. Et pour une raison encore très simple, hein, c'est le fantasme du Terminator. On dit aux gens, écoutez bien celle-là, on dit aux gens, vous avez un logiciel qui apprend. C'est ça, un machine learning, c'est apprentissage si on traduit littéralement. Qu'est-ce qu'ils comprennent les gens ? Ils comprennent que c'est comme un enfant. Moi, je comprends qu'ils comprennent Terminator, ils se disent « Ah bah oui, si la machine elle apprend, elle va devenir de plus en plus intelligente. Elle pourra jamais s'arrêter. Elle va être plus intelligente que nous. » Et voilà, voilà. Et tout le fantasme se déroule à cet endroit-là. Alors qu'on soit d'accord, hein, les gens qui ont inventé les termes machine learning, ils ne se sont pas dit que l'IA, elle apprenait comme un enfant. Non, l'idée, c'est qu'elle s'entraîne. Elle évolue petit à petit en s'optimisant pour une sortie donnée. C'est un modèle mathématique. D'accord ? Donc la cognition au sens humain, elle n'a rien à voir avec un apprentissage au sens machine learning. On est sur des modèles qui sont très très différents.
Mais ça se vend bien. Il y a le côté un peu, on ne sait pas trop où on est, ça fait un peu peur, mais c'est marrant, mais ça va être intelligent, qui fait que ça tourne. Et ce qui va de pair avec ça, c'est le côté anthropomorphisé, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus des chatbots qui nous disent comment ça va aujourd'hui, t'es drôlement bien, etc. Et là, j'ai un exemple qui est assez amusant. C'est Clotilde Chevet, une doctorante au CELSAC, qui a fait une étude assez marrante sur la manière dont les principaux assistants des GAFA répondent aux demandes, aux marques d'amour. Donc on lui dit « je t'aime » et on voit comment il répond. Alors il y a des trucs à peu près normaux. Bon, il répond à l'amour, toujours l'amour, c'est évasif, mais il y a aussi des trucs bizarres. Par exemple, moi aussi je t'aime. Voilà, c'est au hasard. Il y a aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Quand je discute avec vous, je suis au 7e logiciel, il y a des blagues, etc. Voilà. Mais moi, je trouve ça vachement inquiétant de voir moi aussi je t'aime, par exemple. Et on sait que des fois, ça dérive un peu. Il y a des réponses qui sont étranges. Et ça, ils vont beaucoup en jouer, cet anthropomorphisme-là. Et ça va faire beaucoup de mal au chatbot, simplement parce que c'est un détour. Vous ne pouvez pas à la fois avoir un truc qui soit amusant et qui soit utile. S'il est 23 heures, que votre Livebox ne marche plus, et que vous voulez envoyer un SMS pour dire qu'est-ce que je fais, vous ne voulez pas savoir le temps qu'il fait ou qu'elle vous raconte ce qu'il y a au cinéma en ce moment ou ce qu'elle pense de vous. Ce n'est pas la problématique number one. Et ça a été un gros détour en termes de productivité. C'est pour ça qu'on n'y est pas aussi. Et ce que je vous dis là ce soir, ce n'est pas juste moi qui l'invente, c'est quelque chose qui est aussi posé sur des chiffres. En même temps, c'est assez évident, vous me direz, hein, les gens veulent des trucs pratiques. On a demandé aux gens quelles seraient vos principales raisons, les choses les plus importantes pour vous, pour utiliser un agent conversationnel dans la relation avec votre fournisseur d'énergie, alors par exemple EDF. Et quand on regarde les réponses, donc les cadres verts et rouges, c'est moi qui les ai rajoutés, hein, on se rend compte qu'il y a deux catégories. Il y a les 4 premiers points, c'est les éléments performatifs, et les 3 derniers, c'est l'anthropomorphisme. Je vous le traduis en langage humain. Ça veut dire que le plus important pour les gens, quand on a un agent conversationnel, c'est qu'il soit rapide à utiliser, qu'il soit facile à l'emploi, disponible en permanence, et qu'il me donne une réponse de suite, très très vite. D'accord ? Donc on est très très loin de « je te raconte des blagues et dis-moi que je t'aime » et machin truc. Et les 3 derniers points, parce que c'est encore quand même un peu présent, il y a le côté ludique, amusant, fais-moi des blagues, que ce soit un peu personnalisé, que ça ressemble à un humain, etc. De la même manière, quand on demande aux gens qu'est-ce qui est déterminant pour eux pour passer sur des chatbots, on voit que 4 éléments sur les 7, c'est de dire non, arrêtez de faire semblant que c'est des humains ou que je ne sais pas trop ce que c'est, si c'est un robot ou un humain. Oui, parce que vous savez, derrière, des fois, il y a des chatbots qui alternent entre un robot qui répond et un humain. Et les gens, ils n'aiment pas du tout ça. Ils veulent savoir à quoi ils parlent. Ça leur fait peur. Et on a ce point-là qui dit, le seul point qui est sur la performance, justement, il dit la même chose. Il dit, je serais très frustré si mon robot ne pouvait pas répondre à un problème qu'un humain résout normalement. Donc ça, c'est le point intéressant. Mais 4 points sur 7 sont quand même sur le fait que ça les met mal à l'aise, le fait qu'ils ne savent pas trop s'ils discutent avec un robot ou un humain. C'est pas inintéressant, hein. À vouloir essayer de faire du fantasme mensonger, machin, on a quand même un peu perdu des gens qui voulaient de la simplicité et du direct dans l'histoire. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre écoute et je suis super heureux d'avoir vos questions. Je suis de lever la main. Oui. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait qu'il y a très peu de passerelles entre les universités et le monde, les startups, etc. Vous pensez que c'est absolument indispensable d'avoir des connaissances poussées en linguistique pour pouvoir avancer dans le NLP ou on a besoin d'avoir un PhD là-dedans ou juste... ça peut être un gros frein ou c'est juste quelque chose qui peut se surmonter? Aujourd'hui, on a justement un peu cette magie du machine learning que si on connaît rien à un domaine, on va mettre dans du machine learning et ça va donner un résultat pas trop mauvais assez rapidement. Donc pour aller jusque-là, on peut s'en passer à peu près. Voilà, ça c'est l'état que je décris, que je vois beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut atteindre un niveau de fiabilité, on va dire, de, mettons, 70%. C'est les chiffres que je constate. Juste avec du machine learning, 70%, c'est le chiffre qu'on peut atteindre. On dit voilà, ça va marcher sans trop comprendre ce qu'il y a dedans. Si on veut monter au-delà de 90-95%, même se rapprocher potentiellement des 100 sur des cas d'usage qui ne sont pas trop complexes, on va avoir besoin de mettre un peu plus les doigts dedans. Il faut comprendre aussi que le machine learning, c'est pas que c'est un problème en soi, le problème c'est le machine learning exclusif.
le machine learning est dépendant de la caractérisation de l'information qu'on fait en amont. S'il n'y a aucune compréhension linguistique des données qu'on envoie au machine learning, c'est un travail monstre pour lui. Ça veut dire qu'en même temps qu'il apprend l'expertise, le métier, c'est-à-dire comment résoudre les problèmes de téléphone, de machin, il apprend en même temps le langage. Il fait les deux à la fois. C'est ça qui lui coûte très cher. L'idée, c'est d'avoir, en fait, pour faire l'opposition, c'est d'avoir un modèle linguistique qui soit déjà présent quand vous commencez à travailler. Et au moment donné où on le configure pour un besoin en particulier, on va rajouter l'expertise. Ce serait plutôt ça l'ambition. Effectivement, à cet endroit-là, je ne sais pas s'il y a besoin de PhD, mais en tout cas, il y a besoin de personnes qui sont à l'aise avec ces notions-là. Je pense que le simple fait d'être conscient que ça existe, savoir que les ressources sont là, et être capable de pouvoir faire le lien entre des thèses, des essais, des gens qui écrivent là-dessus, et l'informatique, transformer en fait de la recherche en logiciel, juste savoir faire ça, ça apporte beaucoup. Oui. Chez Golem, on ne fait pas de machine learning. Chez Golem, on a exactement cette approche-là, qui est qu'aujourd'hui, on a un moteur sémantique qui comprend en fait le langage, qui est basé sur Chomsky en particulier, Chomsky qui est un des pères de la linguistique moderne. Chomsky, en fait, il avait une idée toute bête. Chomsky, il a dit, en fait, le langage, c'est pas quelque chose qu'on apprend pour de vrai, c'est quelque chose qui est principalement inné. Alors, je suis pas linguiste, j'ai pas d'avis sur est-ce que le langage est inné ou acquis. D'après Piaget, c'est plutôt acquis, ils passent leur temps à s'engueuler, mais bon, voilà. Nous, ce qu'on pense en tout cas, c'est que le fait de le défendre est intéressant. Parce que quand Chomsky défend le fait que le langage est inné, il défend des caractéristiques qui sont présentes dans tous les langages. Ça veut dire que même dans les langages les plus complexes, ceux que vous trouvez les plus bizarres, il y a des points communs avec le français, l'anglais. Tous ces langages-là, finalement, ont une base commune très forte. D'ailleurs, on s'en rend compte à un moment donné, quand on a des amis qui sont, par exemple, qui parlent plusieurs langues et qui s'amusent à en accumuler, bah, plus ils en apprennent, plus c'est facile. C'est souvent ce qu'ils disent, moi c'est ce que j'entends en tout cas. Et ça fait écho avec le constat de Chomsky de dire bah, les langues se ressemblent un peu. Et quand on fait de l'interprétation du langage comme ça, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des trucs pratiques, bah, c'est quand même dommage de se passer de cette connaissance-là, qui est dire bah, on a un gros morceau du langage, c'est toujours la même chose, et on va s'en passer, on va la réapprendre complètement à chaque fois avec du machine learning. C'est un peu dommage, voilà. Donc chez Golem, par exemple, on a cette partie-là qui est présente par défaut. Donc dans le moteur d'IA, la linguistique est innée. Ce qui est acquis, c'est l'expertise métier. Donc ça veut dire qu'on rajoute par-dessus la linguistique un savoir-faire qui correspond à un domaine. Oui. Ça m'apparaît un peu comme un idéal ce que vous proposez là avec ce lien magnifique entre l'académie et la productivité. Est-ce que vous avez en tête un exemple déjà concret d'une application présente de ce lien? Genre, il y a une, je sais pas, une grosse entreprise, Google, je sais pas, est-ce qu'ils ont déjà fait un lien comme ça? Alors, je parlais beaucoup des startups, c'est pour ça, effectivement, c'est plus difficile à faire chez les startups parce que c'est une question culturelle en fait. C'est souvent des ingénieurs avec de l'argent, c'est comme ça, des financiers, des ingénieurs. Mais sur les grosses boîtes, on le voit plus, enfin pas toutes. Mais si on prend par exemple Google, Google a ouvert un laboratoire juste sur la question de la discussion, par exemple. C'est même pas traitement du langage ou rien du tout, ils ont ouvert un laboratoire juste pour savoir ce que ça veut dire discuter entre humains. Donc c'est quand même des boîtes qui sont plus... C'est un exemple d'entreprise qui est capable de prendre les choses un peu plus de travers. Et Google, je pense que c'est quand même, puisque vous le citez, c'est quand même un bon exemple d'entreprise qui est capable de mélanger des savoir-faire de nature différente. De toute manière, on voit bien sur l'IA, a priori qu'aujourd'hui, ceux qui sont le plus en avance là-dessus, c'est quand même des compétences croisées sur ces différents aspects-là, a priori. Ça fait sens de tous les points de vue. Oui. Des exemples de chatbots réussis, de chatbots foirés, ça m'intéresse. Avec vos clients, surtout de chatbots foirés. Mon impression, c'est que ça ne peut être réussi que sur des domaines assez restreints, puisqu'il faut faire des scénarios. Et donc sur des scénarios très définis, et donc on peut pas faire ce qu'on veut. C'est dommage, je pense, d'essayer de vouloir absolument de la conversation générale. Vous savez, la conversation générale, c'est cette idée qu'on va pouvoir avoir un agent qui va répondre absolument à tout, on va pouvoir tout lui demander. Le problème, c'est que ça ne veut rien dire, la conversation générale. Moi, en tout cas, c'est mon sentiment. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire tout comprendre? Il doit comprendre les métaphores, la poésie, les allusions étranges.
C'est possible, mais est-ce que l'intérêt immédiat est là? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Moi, je crois que quand les chatbots marchent pas, c'est-à-dire quand on dit un chatbot est foiré, c'est pas qu'il manque de cas d'usage, parce que les cas d'usage sont là. Comprenez bien une chose, c'est que la discussion générale dans les chatbots, elle n'est pas juste absurde parce qu'on la veut pas, elle est absurde par la nature même de l'environnement. Quand vous avez un chatbot, il est toujours par-dessus un logiciel, par rapport à une application. Un humain, il y a pour ainsi dire une infinité de possibilités, pas une machine. Une machine, vous avez toujours un nombre de fonctionnalités qui est terminé. Donc vous avez un environnement qui, d'un point de vue ontologique, d'un point de vue complexité, est posé. Donc vous n'aurez jamais quelque chose de plus large ou de plus complexe que ce que l'environnement logiciel à votre disposition vous offre. Si vous êtes dans une gare et que vous demandez à acheter des coussins, c'est rarement une réponse qui fait sens. Vous rentrez dans une pizzeria, vous demandez est-ce que je peux me faire tailler la barbe? Ça ne marche pas. C'est un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est toujours le contexte qui définit les possibilités. Et finalement, ce n'est pas très grave que la machine ne sache pas répondre à des éléments qui n'ont aucun rapport avec ce pourquoi elle a été scénarisée. Par contre, une optique qui peut être intéressante, c'est de se dire que la discussion générale, plutôt d'être de comprendre tout, ça peut être de comprendre très bien plein de petites choses. Si vous avez un contexte qui marche très bien pour le barbier, pour la pizzeria, pour les livraisons, pour ceci, pour cela, petit à petit, vous avez une capitalisation en termes d'ontologie, de connaissances, de situation, etc., qui là commence à devenir intéressante. Peut-être que la discussion générale, plutôt que d'être un espèce de fantasme absolu de je comprendrai tout, c'est rien de plus qu'une accumulation de connaissances pour des choses précises. Ça ferait sens. Pour vous-même, si on vous apporte des objets que vous ne connaissez pas, des éléments qui ne vous correspondent pas, vous ne pouvez pas vous en servir. Il n'y a pas de raison pour laquelle le chatbot le serait. Vous aussi, vous avez été à l'école. Le chatbot, il faut qu'il aille à l'école lui aussi. Il faut qu'on lui donne des expertises métiers. Oui. Donc, comment vous expliquez que Watson d'IBM a gagné Jeopardy? Parce qu'il s'est entraîné pour Jeopardy. Non mais c'est vrai, il y a une source de données qui est vachement bien pour le Jeopardy, en fait, qui sont les Wikipédia tout simplement, c'est-à-dire c'est des ressources. Et alors, je ne sais pas exactement quel est le procédé complexe total à l'œuvre, j'ai juste les grandes lignes, mais l'idée c'est qu'il est capable de comprendre une question. C'est-à-dire, voilà, ça c'est une question de quantité, d'âge, d'histoire, de date, etc. Et il est capable de l'autre côté de catégoriser les informations d'un texte dans la même perspective. Donc par exemple, un texte Wikipédia, il est capable de le découper en précision de date, lieu, machin, etc. Et potentiellement d'aller jusqu'à un certain niveau de déduction pour régler tous les problèmes d'anaphore, de référence, de choses comme ça. Alors, je ne sais pas jusqu'où, mais le fait d'avoir un cadre qui soit déterminé aide quand même beaucoup. Si vous lui demandez qu'est-ce que tu penses des métaphores de Baudelaire sur la fin de sa vie, il ne va pas vous répondre un truc intelligent. Pourtant, il répond à Jeopardy. Mais c'est pas grave, hein. Les bons joueurs de Jeopardy, ils savent probablement pas quoi penser de Baudelaire non plus, potentiellement. Le problème ne fait que se reporter au final. Oui. Vous avez mentionné que c'est l'agent conversationnel et remplacer l'être humain. Donc derrière, il y a les algorithmes de machine learning, je pense que le deep learning en particulier. Est-ce que ça pose des problèmes de sécurité? Si par exemple, je fais une conversation avec ma banque, par exemple, voilà, est-ce que ça pose... Est-ce qu'il n'y a pas une certitude de 100% des algos derrière? Oui, il y a un problème de sécurité avec l'IA et la compréhension du langage quand on utilise du machine learning en particulier. De manière générale, quand on utilise des algorithmes flous, il y a un problème de sécurité. Il y a une notion qu'on appelle la démontrabilité du code. Quand on est sur des algorithmes flous ou qu'on est sur du machine learning, c'est pas possible ou très difficilement. Parce que, quand on a on va dire un arbre de décision clair, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a une expertise qui est clairement écrite avec des situations où on peut trancher tout le temps oui non, démontrer que le système est fiable, c'est facile. Enfin, en tout cas, c'est possible. Si jamais on est dans un cas où il y a des décisions avec beaucoup d'incertitudes, et la définition de l'IA au sens AI hard, c'est-à-dire la vraie IA, NP complet, tout ça, la complexité, c'est justement l'incertitude. Donc plus on va loin dans l'IA, plus la fiabilité est complexe et la sécurité au sens fiabilité du traitement des réponses est compromise. Merci beaucoup, j'ai le plaisir de vous retrouver autour d'un verre juste après si vous avez plus de questions. Merci.